Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de l'Europe Direct de Strasbourg. Vous pouvez nous écouter sur Radio Judaïka Strasbourg, RCF Alsace et bien sûr en podcast sur toutes les plateformes habituelles. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir Bernard Guetta, député européen depuis 2019, membre du groupe Renew Europe et journaliste, cela va sans dire. Bernard Guetta, ici au Parlement européen, vous êtes un expert reconnu des relations internationales. Vous siégez au sein de la Commission des Affaires étrangères et dans la sous-commission Droits de l'homme. Vous êtes également membre de la délégation Union-Russie. Je ne savais pas qu'elle était maintenue, qu'elle existait encore. Et vous présidez également un intergroupe dénommé Solution à deux États pour Israël et la Palestine. Alors Bernard Guetta, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors parlons d'abord de l'Europe et de son rôle sur la scène internationale. Donc face au bouleversement actuel, l'Europe est à un moment décisif. Bernard Guetta, vous suivez ces évolutions de près et connaissez bien le contexte polonais, par exemple. Quel regard portez-vous sur l'évolution récente de la politique extérieure de la Pologne, qui, depuis l'agression russe en Ukraine et avec le retour de Donald Tusk, semble se positionner comme un leader en Europe, notamment en matière de défense? Écoutez, vous savez, dès la première élection de Donald Trump, en 2019, à la fin de l'année 2019, j'avais été faire un voyage, je pourrais dire, d'études en Pologne et dans les pays baltes pour tester la réaction de ces pays qui étaient réputés les plus atlantistes de l'Union européenne, et pour des raisons qu'on peut parfaitement bien comprendre. Vous seriez estonien ou polonais, je vous assure que vous auriez été atlantiste jusqu'en 2019. Eh bien, j'avais constaté dès cette époque-là que les propos de Trump sur l'Alliance Atlantique, sur la manière dont il ne défendrait pas l'Estonie si elle était attaquée, et on comprenait bien que c'était pas par les Martiens, mais par les Russes, tout ça avait suscité une douche froide dans cette région de l'Est et avait rallié ces pays à l'idée jusqu'alors uniquement française, d'une défense européenne commune. Et alors je disais aux ministres des Affaires étrangères, pourtant de la droite à l'époque, de la droite polonaise. Avec l'ère Kaczynski. Oui, c'est ça, exactement. Et bon, il se trouve que je le connaissais de la période Solidarité 30 ans auparavant. Mais je lui dis, mais pourquoi est-ce que vous ne le dites pas? Ah non. Il ne faut surtout pas le dire parce que ça précipiterait l'éloignement des États-Unis. Alors bon, je comprenais, ça me semblait pas très très malin, mais enfin en même temps je pouvais comprendre le raisonnement. Et ce que je constate 5 ans après, c'est que cette évolution est parvenu à maturité. J'étais à Varsovie il y a moins de 3 semaines. J'ai eu de longues conversations avec les responsables de la nouvelle majorité. C'est stupéfiant. La Pologne, aujourd'hui, sur les questions européennes, de défense, d'autonomie stratégique, en vérité de politiques industrielles aussi, parce que qui dit défense commune dit développement d'industries pan-européennes d'armement, donc recherche commune, donc politiques industrielles communes. La Pologne est plus française que la France aujourd'hui. Et les pays baltes ne sont pas loin d'avoir suivi la même évolution. Et quand je dis ne sont pas loin, en vérité, qui aujourd'hui est chargé et va le faire, je pense, assez brillamment, de jeter les bases d'une politique de défense commune. C'est un ancien Premier ministre lituanien, mon ami Kubilius, et je vous assure qui est donc, qu'on pourrait présenter à nos auditeurs, qui est donc le commissaire européen. Alors, qui est le premier commissaire que l'Union europééenne ait eu chargé de la défense, puisque l'Union européenne, vous savez, c'est une Union européenne dont on dit, oh là là, la léthargie, la stupeur, elle ne fait rien, elle est tétanisée, etc. Elle ne fait rien, elle vient de se doter donc d'un commissaire à la défense, c'est une première dans son histoire. La lettre de mission de ce commissaire à la défense dit explicitement qu'il doit présenter des propositions, je crois, pour la fin mars ou quelque chose comme ça. Fin mars. Dans les semaines qui viennent, donc, sur quoi Eh bien, justement, sur les débuts
d'une industrie pan-européenne d'armement. Or, qui dit industrie pan-européenne d'armement, vous savez, on reprend le cycle, dit évidemment défense commune ou l'inverse. D'ailleurs, qui dit défense commune dit industrie pan-européenne. Et le seul fait aujourd'hui que cette lettre de mission de la présidente de la Commission lui demande de créer des industries pan-européennes, ça veut bien dire qu'on n'entend plus, même si on ne le dit pas à très haute voix, mais qu'on n'entend plus se fournir en armement uniquement à Washington. Mais c'est intéressant ce que vous dites et c'est surtout intéressant de voir que finalement, on voit avec le changement de majorité, on voit surtout que c'est un peu Poutine qui a poussé un peu les Polonais. Les deux, c'est Trump puis Poutine. C'est Trump puis l'invasion de l'Ukraine. Et moi, j'avais une grande plaisanterie qui me plaisait beaucoup, qui faisait rire beaucoup tout le monde d'ailleurs à l'époque. Pendant le premier mandat Trump, je disais que chaque commune de l'Union européenne devrait ériger une statue à Donald Trump, père refondateur de l'Union européenne. Mais en vérité, maintenant, c'est deux statues qu'il faut ériger, à Trump et à Poutine, père au pluriel, refondateur au pluriel de l'Union européenne, et je vous assure que ce n'est pas une exagération, c'est la stricte vérité. C'est ce que vous développiez dans votre dernier ouvrage, Absolument. je crois. Alors, restons en Europe, mais avec l'Ukraine cette fois-ci. Vous avez récemment accueilli ici au Parlement le président de la Rada, du Parlement ukrainien, Ruslan Stefanchuk. Quel message fort retenez-vous de cette rencontre et du débat sur le soutien à l'Ukraine? Je mets bien dans le contexte, on est dans le contexte de Trump au pouvoir, de ce qui se passe jour après jour avec les déclarations de Zelensky. Qu'est-ce que vous retenez de cette rencontre? Écoutez, s'il y a dans les mois qui viennent, pas dans les semaines, mais dans les mois qui viennent, un accord de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie, accord qui en vérité sera imposé ou en tout cas concocté par Donald Trump. Les Américains, après la signature de cet accord, ne voudront pas. Ils ne voudront pas, naturellement, envoyer des troupes au sol, boots on the ground, comme il dit, des bottes sur la terre. Mais ils ne voudront même pas donner de garantie de sécurité. Et à ce moment-là, quoi qu'en disent les Ukrainiens aujourd'hui, c'est l'Europe qui devra donner les garanties de sécurité et très vraisemblablement qui devra déployer des troupes sur la ligne de démarcation entre une future Ukraine de l'Est et une future Ukraine de l'Ouest. Scénario coréen ou allemand hier. Eh bien, si ça se passe, je ne dis pas que ça se passera certainement, mais si ça se passe, ce qui est une possibilité, presque une probabilité, mais à ce moment-là, ce sera véritablement la précipitation de la naissance de l'Europe de la défense. Et qu'est-ce qui se passerait, je l'imagine, c'est pas une information que je vous donne, c'est une analyse. Qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Eh bien, sous mandat de l'Union européenne, il y aurait déploiement sur cette ligne de démarcation de troupes à la fois françaises, allemandes, polonaises. Les Allemands et les Polonais disent aujourd'hui non, absolument pas, jamais, mais moi je n'en crois pas un mot, et britanniques. C'est-à-dire que on verrait se former de facto une Union européenne avec des degrés d'intégration différents. C'est-à-dire que le Royaume-Uni rejoindrait l'Union européenne dans le domaine de la sécurité et de la défense. Très vraisemblablement, très vite, l'Ukraine nous rejoindrait dans les domaines conjoints de l'agriculture et de la défense. N'oublions pas que l'Ukraine aujourd'hui, pour des raisons tragiques, a la meilleure armée de très très loin de toute l'Union européenne et a développé depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, une industrie d'armement de pointe. Donc, on va voir se développer une Union européenne élargie, mais pas élargie de la manière traditionnelle, le processus d'adhésion, les dossiers, le machin, etc., mais élargie dossier par dossier. Mais Volodymyr Zelensky, il ne croit pas trop, lui. Il aimerait pas, il veut pas trop que ce soit les Européens. Il veut être protégé par peut-être quand même les Américains. Écoutez, si j'étais lui, je dirais la même chose. Mais quoi qu'ils disent, les Américains ne lui donneront pas de garantie de sécurité.
Et ce sera à l'Europe de le faire. Et cette négociation, on en parle beaucoup là actuellement, hein, elle se ferait selon vous, selon l'office directement des États-Unis, de l'administration américaine avec la Russie, ou l'Europe serait dans le coup? L'Europe sera forcément dans le coup puisque les États-Unis ne voudront pas donner les garanties de sécurité. L'Europe sera forcément dans le coup. Et il faut cesser, et je dis ça à mes amis, ou pas amis d'ailleurs, hommes politiques français ou journalistes français qui disent « Ah là là, l'Europe c'est fini, etc. etc. » Non, l'Europe c'est pas fini du tout. Et quand on dit par exemple constamment que l'Europe est désunie face à Trump, désunis face à Trump, mais attendez, même Madame Meloni, qui est la grande copine, paraît-il, d'Elon Musk et de Trump, elle est d'une prudence de chat. J'en venais. Eh bien, écoutez, j'y vais alors. Elle est d'une prudence de chat. Pourquoi ? Parce que elle se dit que les droits de douane à 25% sur les produits américains, sur les produits européens, si ils arrivent, eh bien, son pays sera l'un des 3 pays à en souffrir le plus, avec l'Allemagne et l'Irlande. Eh bien, dans ces conditions, elle ne peut pas se désolidariser de l'Union européenne. Elle aura plus que jamais besoin de l'Union européenne. Quant à M. Orban, qui passe son temps à dire que nous sommes des wokistes échevelés et que M. Poutine est un humaniste bienveillant, il dit ça, et puis il arrive à Bruxelles, et il vote la reconduction des sanctions contre la Russie. Il met du temps, mais il le vote. Il essaye de monnayer. À la Trump, mais c'est un peu plus compliqué. Exactement, à la Trump. Mais lui, face à Trump, et donc face à cette pression qu'il met aujourd'hui en Ukraine, mais qu'il met aussi avec les taxes douanières, avec les exigences militaires, avec son ambition même sur le Groenland, face à ces provocations, alors l'Union doit faire... Qu'est-ce qu'elle doit faire, l'Union ? Elle doit faire jouer la riposte ou... plutôt la carte de prudence. Qu'est-ce qu'on fait ? On attend ? Écoutez, on n'attend pas. Dès avant l'élection, la commission planchait et a planché, et autant que je sache, plutôt bien sur les scénarios de guerre commerciale lancés par Trump, et nous avons, degré par degré, les ripostes possibles. Et... le jour où Trump déciderait de nous imposer, il a quand même commencé à le faire. Sur l'acier avec l'acier et l'aluminium. Exactement, avec l'acier et l'aluminium. Le jour où Trump passerait à l'action, c'est pas encore complètement certain, il faut attendre. Bon, mais enfin, le jour où il passerait à l'action, eh bien, nous aurons des décisions politiques à prendre, des choix à faire entre des scénarios de riposte possibles qui sont prêts. Vous savez, j'entends beaucoup de mes amis à Paris, mes amis proches, des gens pour lesquels j'ai beaucoup de sympathie, qui me disaient « Mais c'est affreux, on ne répond pas, on laisse cet abominable Trump, ce facho », enfin moi je dis ce facho, hein, je n'ai aucune crainte à employer cet adjectif, on ne lui répond pas. Et systématiquement, je dis à mes amis, mais écoutez, pourquoi voudriez-vous que nous nous mettions, nous les Européens, au niveau de Trump, au niveau de ce Twitter, ou Twitto, je ne sais pas comment on dit là, compulsif, qui fait 4 tweets par heure pour annoncer les changements du monde sous sa haute sagesse? Non. Aujourd'hui, c'est des décrets qu'il fait toutes les 5 minutes. Absolument. Oui, mais enfin, il les annonce par tweet ou par je sais pas quoi, là, son réseau social. Et nous avons répondu quand il y a eu des décisions prises qui nous concernaient directement. Quand il a imposé des sanctions aux magistrats de la Cour pénale internationale, il y a une réponse brève, circonstanciée, ferme et claire de l'Union européenne. Quand il a annoncé sa décision d'expulser les Gazaouis de la bande de Gaza, ce qui représenterait premièrement un vol caractérisé, parce que les terrains de Gaza, ils appartiennent aux Gazaouis, juridiquement, parce que sous les immeubles bombardés ou les maisons individuelles bombardées, il y a des terrains qui appartiennent à M. Schtroumpf ou à M. Machin, etc., on ne peut pas leur prendre comme ça. Et deuxièmement, un déplacement forcé de population, surtout de l'autre côté
d'une frontière internationale, ça s'appelle un crime contre l'humanité. Ça s'appelle un crime contre l'humanité. Et là, il n'y a pas de discussion. Ça s'appelle un crime contre l'humanité. Eh bien, l'Union européenne, en 25 lignes ou 20 lignes, a dit ce qu'il fallait penser de ça. Mais sans devenir hystérique, aussi hystérique que l'hystérique. Mais passons maintenant à ce foyer de tension majeure, le Moyen-Orient. Alors, le Parlement européen a récemment débattu aussi de la future stratégie de l'Union européenne pour la région. Alors là aussi, je vous demande un petit peu en termes d'information, quels sont les principaux axes qui se dégagent de ces discussions et quelle place pour l'Europe à nouveau. Vous allez croire que à chaque fois mais on a envie de l'entendre, l'Europe, sur ces sujets-là aussi, parce qu'elle n'a pas une position similaire. Écoutez, beaucoup de gens, je ne parle pas de vous évidemment, mais beaucoup de gens ont maintenant envie de l'Europe, d'entendre l'Europe. Mais les mêmes, en 2008, votaient non au traité européen. Les mêmes depuis des décennies, les mêmes ou à peu près, depuis des décennies, disaient non, la souveraineté nationale, comment, l'Europe envahissante, le nouvel empire, machin, etc. Et maintenant qu'ils se rendent compte de l'immense besoin d'Europe, d'unité européenne, dans lequel nous sommes. Oh, mais c'est scandaleux, il n'y a pas de défense européenne. Mais attendez, il n'y a pas de défense européenne, mais la faute à qui ? 1954. La faute à qui ? Non, oui, exactement. Nom de Dieu, si vous me passez l'expression. Vraiment, la faute à qui ? Je vais vous dire la faute à qui ? La faute à la Grande-Bretagne, à tous les souverainistes, à quelques gaullistes, etc., etc. Et à tous les eurosceptiques, euro-grincheux, euro-gronchons, ou je ne sais pas quoi, qui pendant des décennies n'ont pas vu l'évidence, à savoir que dans un monde où allaient s'affirmer des États-continents, ou s'affirmer déjà des États-continents, n'oublions pas que la Fédération de Russie, même amputée de l'Ukraine, etc., des républiques soviétiques, est le plus étendu des pays du monde, et que les États-Unis, non seulement c'est l'Amérique du Nord moins le Canada, mais qu'aujourd'hui, ça veut être l'Amérique du Nord plus le Canada. Et le Groenland. Oui, mais on va voir. On va voir. Alors, vous présidez un intergroupe pour une solution à 2 États. Après, un intergroupe, c'est une réunion, on va dire plutôt informelle, de députés qui se retrouvent. C'est une réunion de députés de différents groupes qui se retrouvent pour plaider une cause, oui, on peut dire plaider une cause, ou travailler à une cause. Alors donc après le pogrom du 7 octobre et les violences et les bombardements qui ont suivi, cette solution semble plus utopique que jamais. Oui, vous avez Alors raison. je voudrais savoir déjà, est-ce que vous y croyez, puisqu'il y a quand même cet intergroupe, et surtout quel rôle, et là peut-être l'Union peut-elle jouer encore un rôle, et est-ce que c'est crédible aujourd'hui ? Vous savez, quand Jaruzelski a fait son coup d'État contre Solidarité en Pologne au début des années 80, ça appartient déjà à l'histoire, mais je fais la comparaison quand même. Quand il a fait son coup d'État, j'ai écrit immédiatement dans Le Monde, puisque j'étais correspondant du Monde en Pologne à cette époque-là, une série de 2 papiers disant « Il ne réussira pas. Il ne peut pas réussir ». Et à peu près tout le monde m'a dit « Ah, tu as tellement aimé Solidarité, l'émotion de ce grand mouvement de liberté, mais hélas, ça va être comment Tchécoslovaquie, la normalisation ?» J'ai dit « Non, évidemment qu'ils veulent la normalisation. Ils n'en ont pas les moyens. Ouvrez les yeux. » Aujourd'hui, je dis la même chose aux sceptiques sur les 2 États. Ah, évidemment, ça, alors là, ça semble plus lointain que jamais. Ça a toujours été lointain. Mais là, ça semble vraiment très, très lointain. Sauf que, qu'est-ce qui est proche ? La solution de Trump ? Mais absolument pas. La solution à un État, ça ne marcherait jamais. La solution rêvée des extrémistes palestiniens, jeter tous les juifs à la mer, ce n'est pas souhaitable, premièrement, et deuxièmement, ça ne se fera pas. La solution des dingues israéliens, jeter tous les Palestiniens de l'autre côté de la frontière, des frontières d'un grand Israël, ça ne marchera pas non plus. Ce qui peut marcher, ce qui semble toujours utopique, mais qui est la seule solution viable,
C'est la solution à 2 États. Alors il faut y travailler. Il faut y travailler avec constance. On y travaille avec qui? Parce qu'aujourd'hui, on a beau avoir Netanyahou qui nous dit qu'il éradiquera le Hamas. Pour l'instant, c'est le Hamas qui est l'interlocuteur. On le voit avec la libération des otages, avec le cessez-le-feu. Mais ça, on négocie avec qui? Non. C'est pas le Hamas qui est l'interlocuteur. C'est le Hamas qui continue, malgré les déclarations, je dirais encore plus folles que mensongères de M. Netanyahou, qui continue à contrôler Gaza. Mais ce n'est pas parce qu'il contrôle Gaza, premièrement qu'il contrôle les cœurs et les âmes des Gazaouis, c'est pas du tout la même chose. Et ce n'est pas parce qu'il contrôle Gaza qu'il contrôle politiquement parlant et émotionnellement parlant l'ensemble de la population palestinienne. L'ensemble de la population palestinienne, arabes, israéliens compris, c'est aujourd'hui, numériquement parlant, grosso modo, l'équivalent du nombre de juifs israéliens. Entre ces 2 peuples qui se disputent une même terre, il faudra bien trouver un partage. Il faudra bien trouver la solution de la raison. Autrement, oui, il y a une alternative à ça, vous savez. C'est une 2e guerre de 100 ans. Parce que la guerre israélo-palestinienne, elle dure depuis 100 ans, en vérité, depuis le début des années 20 de l'autre siècle, du siècle passé. Alors, si on veut recommencer pour 100 ans, voire recommencer pour 200 ans, et puis ça se terminera un jour par une nouvelle diaspora, attendez, soyons raisonnables. Ce n'est pas parce que ça apparaît utopique aujourd'hui qu'il ne faudrait pas travailler à ce qui est la seule solution possible et souhaitable. Difficile de passer à d'autres sujets après ça, parce que c'est quand même très, très fort ce que vous dites. C'était par rapport, moi j'aimerais revenir quand même sur ce qui se passe en Géorgie. Oui. Ça, on revient en Europe, puisque la Géorgie est sur le... J'y étais récemment à Tbilissi. Des milliers de manifestants réclament la tenue de nouvelles élections après un scrutin législatif contesté. Là aussi, vraiment. Les Géorgiens aspirent à plus de démocratie, et surtout la Géorgie est-elle toujours sérieusement considérée comme un pays candidat? Alors que peut faire l'Union pour soutenir la Géorgie aujourd'hui? Et en même temps, ça reste toujours un pays candidat à la... Écoutez, les actuelles autorités, qui sont les autorités par la vertu d'un scrutin très très contestable, ont suspendu les négociations. Nous considérons toujours, nous, au Parlement, comme à la Commission d'ailleurs, et dans les capitales, que la Géorgie doit un jour nous rejoindre, comme le souhaite l'écrasante majorité de la population géorgienne, y compris des gens qui votent pour le parti au pouvoir actuellement, qui s'appelle le rêve géorgien. C'est exactement l'inverse, mais ça s'appelle le rêve géorgien. Alors un jour, ça reprendra, mais la situation n'est pas rose du tout en Géorgie. Parce que tant que Poutine restera fort, il ne restera pas fort pour l'éternité, par parenthèse, mais tant qu'il restera fort, le pouvoir géorgien actuel restera fort et, je le crains, refusera les concessions. Donc c'est un bras de fer sans doute long et difficile qui vient de s'engager. Alors j'aimerais avoir un dernier mot avec vous sur la démocratie en Europe. Vous qui avez assisté de près à la chute du bloc soviétique, je rappelle que vous étiez en Pologne, vous étiez également en URSS à ce moment-là. Quel regard portez-vous maintenant, avec 35 ans plus tard, sur l'état de la démocratie en Europe? Et malgré un monde en crise, j'ai l'impression à vous entendre que vous gardez un certain optimisme. Ou est-ce que je me trompe ? Vous savez, vous connaissez sans doute le mot de Monnet auquel on disait toujours « vous êtes optimiste », et il répondait systématiquement « je ne suis pas optimiste, je suis déterminé ». Je suis déterminé. Je ne suis pas optimiste du tout. Quand je vois Trump et Poutine, plus Monsieur Xi, plus les chaos du Proche-Orient, etc., non, il n'y a aucune raison d'être optimiste. Quand je vois que des courants intellectuels puissants et souvent brillants remettent en question Montesquieu, la séparation des pouvoirs, car c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe dans l'entourage, avec le régime Orban, c'est ce qui se passe évidemment avec Poutine et tous les dictateurs, mais c'est ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. On remet la Maison-Blanche remet en question la séparation. Il n'y a aucune raison d'être optimiste. Mais
en vérité, en même temps, je vois que le pouvoir de M. Orban n'est pas si fort que ça, s'essouffle considérablement aujourd'hui en Hongrie. Je vois que le pouvoir serbe, vacille un petit peu, peut-être beaucoup, on ne sait pas encore. Je vois que la Géorgie résiste, je vois que la Pologne est sortie de son régime de droite illibéral pour donner les commandes à des gens parfaitement respectables, intelligents et forts par leur volonté et leur intelligence. Quand je vois ce qui... On devrait arriver, après les élections allemandes, à une coalition intéressante, aussi, tragiquement, à une poussée, nous le savons, de l'extrême droite allemande. Ça n'a rien de réjouissant. Mais, écoutez, on devrait avoir une coalition pas mal sur le terrain de la défense, sur le terrain de la résistance à la Russie de Poutine, sur le terrain des emprunts, etc. Non, c'est pas si mal. Et puis la France, c'est pas brillant. Mais c'est pas brillant, mais finalement, M. Bayrou se débrouille pas si mal, loin de là. Il tient, et je prendrai plutôt le pari, avec prudence, mais je prendrai plutôt le pari qu'il va tenir encore. En tout cas, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Bernard Guetta pour cet entretien passionnant. Quant à nous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles discussions sur l'actualité européenne. À bientôt. Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.